Bienvenue au site de Police pour la Vérité. Je suis Sonia Vescovati, présidente de l'association Police pour la Vérité. Bonjour Julien et merci d'être ici avec moi dans cette interview. Bonjour Sonia, merci de me laisser la parole. Bon Julien, je te remercie pour m'accorder cet entretien et vouloir nous donner ton témoignage publiquement et nous raconter ton histoire. Je sais que c'est pas facile pour vous, les gendarmes, de le faire et pour les policiers non plus. Alors Julien, j'aimerais, avant de te poser quelques questions, j'aimerais lire un petit texte pour toutes les personnes, les citoyens, les camarades qui sont en train de regarder cette vidéo pour leur dire que, alors, Julien est un gendarme français et il a décidé de nous apporter son témoignage et de nous raconter son histoire. Pour tous les citoyens et les collègues gardiens de la paix qui regardent ces vidéos où j'interviewerai des policiers, des gendarmes, des militaires, beaucoup d'entre eux, sinon la plupart probablement avec le visage couvert et la voix cryptée, je peux vous garantir que chacun d'entre eux sont vraiment des membres des forces de l'ordre ou des gardiens de la paix. Je ne suis pas ici pour vous mentir ou vous faire perdre votre temps. Pour cela, nous avons déjà nos gouvernants. Alors je vous donne ma parole de personne, de policière et de mère de famille, que chacune des personnes que je vais interviewer à visage caché sont vraiment des camarades policiers et gendarmes qui préfèrent rester dans l'anonymat pour ne pas subir des représailles de leur hiérarchie. Alors je vous demande de me faire, s'il vous plaît, confiance, ok? Car Julien a pris la décision d'être à visage caché et à voix cryptée. Il a ses raisons et nous allons le respecter, d'accord? Alors Julien, s'il te plaît, veux-tu te présenter et nous raconter quel est ton parcours dans la gendarmerie et aussi nous raconter un petit peu ton histoire. Oui, alors je suis gendarme, donc c'est mon grade également, donc je suis gendarme depuis un bon nombre d'années. Alors je serai un petit peu évasif, un petit peu parfois sur les lieux géographiques ou bien alors sur les endroits, sur exactement les unités que j'ai pu fréquenter. Mais voilà, ça fait quand même un bon nombre d'années que j'y suis. J'ai fréquenté pas mal d'unités différentes. J'ai travaillé en unité de maintien de l'ordre. Bon, il y en a pas 36, hein, c'est la gendarmerie mobile. J'ai travaillé en unité d'intervention et en unité d'enquête judiciaire. Ça m'a permis de toutes ces unités que j'ai pu côtoyer, ça m'a permis d'avoir un recul assez important sur sur la gendarmerie, sur les différences de traitement entre les personnels selon les unités, et puis sur le fait que la gendarmerie finit par ne plus vraiment faire les missions pour lesquelles on nous forme à l'école. Voilà. Alors Julien, je sais que actuellement tu es en activité. Tu peux nous raconter un petit peu quel est le ressenti à l'intérieur de la gendarmerie actuellement avec tout ce qui est en train d'arriver ces 2 dernières années? Ouais, sur la crise sanitaire, il y a une vraie. Alors déjà, il faut savoir que voilà, les deux unités de force publique en France, hein, c'est la police nationale et la gendarmerie nationale. Seule la gendarmerie nationale a l'obligation d'injection. Alors pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est pour diviser encore plus les personnels entre la police et la gendarmerie? Est-ce que c'est parce que nous on est militaires et que du coup on a moins la facilité de discuter les ordres par rapport à la police qui ont des syndicats, ce genre de choses? C'est une vraie question. Maintenant, il y a quand même
énormément de, comment dirais-je, de pression exercée sur les gendarmes. Alors nous, les gendarmes, on est à peu près 100 000 hein, en France. Ça, c'est à peu près l'effectif. Bon, moi, je sais que j'ai des contacts avec pas mal de collègues qui ont refusé cette injection, notamment. Donc, l'injection est obligatoire depuis le mois août 2021, en gendarmerie. Et donc, suite à ces refus, j'ai des collègues qui subissent du harcèlement, qui subissent des sanctions totalement injustifiées, puisque déjà cet ordre est illégal à la base. On ne peut pas obliger les gens à se faire injecter une substance expérimentale. Pour la bonne et simple raison que déjà ça contrevient à des textes nationaux, au code de la santé publique, au code pénal, enfin bon bref, j'en passe et des meilleurs, à des textes internationaux que la France a signés. Donc on est sur quelque chose qui est totalement illégal, totalement. On a des textes qui le prouvent en pagaille. Plus d'une dizaine. Et donc, partant de ce postulat, les gendarmes ont refusé. Alors, ils ont raison hein, de refuser ça. Beaucoup de gendarmes ont refusé, et donc ils subissent depuis les foudres de la hiérarchie. Hein. Alors, c'est la haute hiérarchie hein, qui, dans son ensemble, alors je vais pas cataloguer tout le monde, mais il y a quand même une grande partie de la haute hiérarchie, nos officiers supérieurs et nos officiers généraux, qui sont quand même en grande partie déconnectés de la réalité, qui sont des bureaucrates, hein, voilà, et qui sont pratiquement des hommes politiques, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont plus au contact finalement du sommet, de nos ministres, de nos préfets, et puis qui sont là pour tel un relais de la parole gouvernementale, et qui ne font qu'appliquer des ordres donc illégaux, illégitimes. On le prend dans le sens qu'on veut et puis qui répercute après sur la base. Et donc la base aujourd'hui subit quelque chose de terrible parce qu'elle est obligée de voir parfois des familles voler en éclats parce que alors dans les sanctions je les ai pas citées mais il peut y avoir des jours d'arrêt, il peut y avoir des mutations d'office, il peut y avoir des avertissements. Voilà, ça c'est les sanctions officielles et puis à côté de ça vous avez le harcèlement qui peut se traduire dans comment dire dans des services qui sont quelqu'un va faire des services différents des autres, plus de nuit, ses jours de congé, il va pas pouvoir les avoir quand il a envie, etc., etc. Donc c'est très très difficile, ce qui amène des gendarmes en dépression, ce qui amène des gendarmes à démissionner, et ce qui amène des gendarmes parfois malheureusement aussi à se suicider. Penses-tu que les taux de suicide qui sont en train d'augmenter énormément au sein de la police et de la gendarmerie soient relationnés avec le harcèlement qu'ils sont en train de subir nos camarades de l'intérieur? Alors, deux choses. La première, c'est que sur le nombre des suicides, il faudrait regarder par an. Je ne sais pas s'il est en augmentation. Sincèrement, j'en sais rien du tout. Je connais pas les chiffres exacts. Vous avez notamment, je peux le citer, hein, le site Profession Gendarme qui recense tous les ans le nombre. Alors c'est un décompte un peu macabre, mais c'est quand même d'utilité publique. Il recense donc le nombre de gendarmes et de policiers qui se suicident par an. Donc on pourrait avoir un décompte exact grâce à ça, à peu près exact, parce qu'il en manque toujours quelques-uns. Et puis voilà, donc ça c'est pour la première partie. Je ne sais pas exactement si c'est en augmentation, mais en tout cas c'est sûr que dans notre corps de métier, on est au-dessus de la moyenne nationale par rapport à bon nombre d'autres professions. Et encore une fois, je ferai une petite parenthèse, mais qui est quand même importante, c'est que les suicides, malheureusement, touchent de plus en plus de professions, l'hôpital public, l'éducation nationale, les agriculteurs, etc., etc. Je pense que je peux faire une réponse un peu globale, mais qui concerne quand même mes camarades et moi-même. C'est la perte de sens. Pour moi, la colonne vertébrale de tout ça, c'est la perte de sens. C'est-à-dire qu'on s'engage, nous, pour protéger, pour servir nos citoyens, et plus les années passent, moins dans les faits, c'est réellement ce que l'on fait, justement. Et ça, mes collègues s'en aperçoivent, ils finissent par ne plus comprendre les missions qu'on nous demande. Et ça, c'est même antérieur à la crise sanitaire. Hein. Ça a commencé
il y a déjà plusieurs années. Alors je ne saurais pas le dater exactement, mais euh, en tout cas, moi, je l'ai vu, cette lente dégradation où on nous ordonne d'effectuer des missions qui n'ont rien à voir avec des missions de gendarmes. Donc voilà, moi, je suis issu d'un milieu modeste. Il n'y a pas de, il n'y a pas de métiers, comment dire, qui sont plus utiles que d'autres. C'est parce que, enfin, je mets pas les métiers en compétition, mais quand on est gendarme, on n'est pas là pour distribuer des flyers comme j'ai pu le voir. On n'est pas là pour enfin bon, je pourrais vous citer tout un tas de missions que j'ai pu voir pour aller chercher le courrier, pour aller faire des procurations, pour enfin, il y a tout un tas de missions qui n'ont rien à voir avec le métier de gendarme et qui nous prennent un temps fou, malheureusement, au détriment des vraies affaires, au détriment des réseaux de cambrioleurs, au détriment des vrais délinquants, de la vraie criminalité. Et là, pour le coup, la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer des problèmes qui existaient déjà. C'est-à-dire que là aujourd'hui, enfin là aujourd'hui à l'heure où on parle, c'est un petit peu moins vrai parce que le pass sanitaire a été un peu suspendu. J'ai bien dit suspendu, hein, parce qu'il est encore effectif dans quelques établissements hospitaliers en France. Mais on a demandé aux gendarmes et aux policiers d'aller contrôler des masques, d'aller contrôler des attestations que les gens eux-mêmes s'autorisaient à sortir. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et quand on réfléchit un tout petit peu, et quand on prend un tout petit peu de recul, on comprend que tout ça n'a rien de sanitaire. Tout ça n'est pas fait pour la santé des gens. Tout ça, ça cache d'autres raisons, évidemment, d'autres raisons qui sont l'argent, le profit, le pouvoir, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Et puis ça, il suffit juste de se documenter un petit peu ailleurs que dans les médias standards, on va dire. Et les gendarmes et les policiers ne comprennent plus ce qu'ils font là, quoi. Quand ils vont sur des terrasses de café pour dire aux gens de se distancier, de mettre leur masque, à quel moment on interroge la population pour savoir si vraiment elle veut que sa police et sa gendarmerie effectuent ce genre de mission. Ça, je suis scandalisé, moi, en fait. Je ne comprends pas. C'est la police et la gendarmerie de tout le monde, de tous les Français. Ce n'est pas la police du pouvoir, non. Ce n'est pas la gendarmerie du pouvoir. Ça ne leur appartient pas. Elle est financée par les deniers publics, c'est-à-dire par notre argent à tous, et ce n'est pas à une petite caste de s'arroger le droit de dire eh bien maintenant les gendarmes vous allez contrôler savoir si les gens ont bien mis leur masque sur le nez, c'est complètement fou, alors qu'à côté de ça vous avez une délinquance et une criminalité galopante et qui ne fait qu'augmenter, et ça les Français le voient, ils ne comprennent plus. Ben, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense exactement comme toi. D'ailleurs, ça arrive dans toute la police du monde. Malheureusement, on n'est pas là pour servir ni pour protéger les citoyens. On est là pour que nos gouvernants, nos politiciens nous utilisent pour leurs propres intérêts. Et ça, c'est vraiment un très grand problème. Parce que quand on voit, comme ces 2 dernières années, des violations de droits fondamentaux et des libertés des citoyens, ben on ne peut pas les protéger. Voilà. Et c'est notre mission, d'ailleurs, de le faire. Mais on ne peut pas le faire parce que sinon, nos camarades subissent du harcèlement, de la pression de leur hiérarchie et ils se voient dans l'obligation d'écouter des ordres qui sont illégaux et immoraux. Et ça, il faut absolument arrêter de le faire et d'atteindre le plus de camarades pour qu'ils puissent nous rejoindre et basculer du côté des citoyens et faire vraiment leur métier, quoi. Parce que sinon, ça va jamais marcher. Et la police et la gendarmerie sera toujours sous les ordres des politiciens corrompus, je dirais même plus. Dans ta brigade, est-ce qu'il y a plus de gendarmes qui pensent comme toi? Ah, 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 ah. Il y a, il y a un énorme problème, c'est la peur. Et malheureusement, la peur, c'est un sentiment naturel. Hein, tout le monde peut avoir peur. Moi-même, ça m'arrive. Il n'y a y a pas de problème là-dessus. Mais le fait que les gens aient peur par toute cette intimidation, cette pression, ce chantage, les gens ont du mal à se parler entre eux. Et donc on évite certains sujets. C'est comme ça que ça se passe. Les gens se retrouvent plutôt sur les réseaux, en fait, sur Internet, parce qu'il y a l'avantage de l'anonymat. Donc les gens se retrouvent sur les réseaux, discutent, et puis parfois
ils finissent par un petit peu se faire confiance et puis ils apprennent que finalement, bah tiens, ah toi t'es pas si loin de moi que ça. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais dans les brigades, il y a vraiment, c'est d'ailleurs fou, hein, il y a des collègues qui viennent la boule au ventre faire leur métier. Enfin, c'est quand même un sacré problème parce qu'en fait, on peut pas exercer un métier comme le nôtre, si on vient tous les jours la boule au ventre, il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit paisible pour effectuer nos missions. On a quand même une arme avec nous, on a quand même, on va dire, la violence légitime qu'on nous accorde. Donc, on peut difficilement effectuer nos missions si tous les jours, effectivement, on vient la boule au ventre. Mais je peux pas généraliser à tous les collègues. Hein. Il y a plusieurs profils au sein de la profession. Hein. Je vais pas. Il y a des gens qui sont très conscients. Il y a des gens qui sont conscients mais qui font un petit peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils veulent pas trop voir, qui préfèrent faire comme si tout ça n'existait pas parce qu'ils ont peur des représailles. Et puis vous avez d'autres profils, malheureusement ça je le déplore, mais ça existe, il faut aussi en parler, qui fonctionnent, on va dire pratiquement comme des complices, avec beaucoup de zèle, et puis qui font beaucoup de tort à notre profession aussi. Hein. Ça je le regrette vraiment, c'est qu'on a vraiment des collègues qui font ça avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'application et puis c'est bien dommage parce que à côté de ça je le répète il y a une vraie délinquance, il y a une vraie criminalité qui elle mérite d'être punie et qui est très tranquille et qui opère très tranquillement, qui vole des voitures, qui cambriole des appartements, des maisons, qui agresse des retraités chez eux, qui violent, qui escroquent les citoyens. Et ces gens-là, euh, moi je l'ai vécu tout ça, je veux dire. Donc opèrent je vais pas dire en toute impunité, mais ils ont des dossiers plus longs que mon bras, ils ont des condamnations, des dizaines de condamnations, sans jamais voir l'ombre d'un barreau de prison, parce que en France, la magie, c'est qu'on a tout un éventail de peines alternatives qui fait que avant qu'un délinquant aille en prison, il faut vraiment qu'il l'ait cherché. Mais ce que je vous dis là, c'est vrai pour une partie de la population, parce qu'une autre partie de la population, les gilets jaunes, les convois de la liberté, les soignants qui ont manifesté pendant un an, j'en oublie d'autres, ceux qui ont manifesté contre le pass sanitaire puis le pass vaccinal, tous ces gens-là, par contre, n'ont pas subi la même clémence. La même clémence que la délinquance, quoi. C'est-à-dire que eux, comme ils remettaient en cause directement comment dirais-je, les ordres illégitimes ou illégaux de nos gouvernants, ils étaient une menace pour le pouvoir. Donc, comme ils étaient une menace pour le pouvoir, eh bien, ils étaient un mauvais exemple pour les citoyens. Donc, eux, il y avait carte blanche pour les réprimer. D'ailleurs, je ne sais plus quel journal a sorti récemment des ordres qui avaient été donnés. Ils ont eu accès à des conversations à la préfecture de police de Paris où on entendait très clairement qu'il fallait défoncer, pardonnez-moi le langage, hein, mais qu'il fallait défoncer les gilets jaunes, quoi. Voilà. Donc c'était très clair que cette répression n'est pas là parce que les gens le méritent. Elle est là uniquement pour faire rentrer les gens chez eux et qu'ils ne reviennent pas. Donc je comprends que mes collègues aient peur, mais il faut qu'ils se disent que dans l'avenir, notre profession, elle est menacée, quoi, hein, clairement. Et s'ils veulent continuer là-dedans, il va falloir à un moment donné aussi qu'ils prennent leur courage à deux mains. Je veux pas donner de leçons de morale. Je sais que c'est difficile, mais on peut faire de la résistance passive en n'allant pas verbaliser les gens. On peut faire de la résistance passive en se mettant en arrêt maladie si on n'en peut plus. Enfin, il y a des solutions où on rentre pas en conflit direct avec la hiérarchie, mais il existe des solutions. Et ça, il va bien falloir y penser parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en France, la destruction du service public, la destruction de l'hôpital public, la destruction de l'école publique. Pourquoi parce que forcément, ils vendent tout ça au fur et à mesure à leurs copains du privé, qui financent leur campagne. Enfin, tout ça s'entremêle en fait, hein, tout ça s'entrecroise. Si on prend pas conscience de ça, c'est notre profession qui est menacée vraiment dans son ensemble. Donc, il faut vraiment en prendre conscience, quoi.
Ben encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as dit vraiment tout ce qu'il fallait. Effectivement, il y a énormément de manières de soutenir les citoyens sans nous confronter à nos hiérarchies et tu les as nommées parfaitement. Mettez-vous en arrêt maladie si vous en pouvez plus. Arrêtez de verbaliser les gens. Regardez de l'autre côté. Faites de la résistance passive, quoi. Voilà. Et ça, on peut le faire parfaitement sans subir de conséquences, parce qu'on n'a pas une personne derrière nous toute la journée qui est en train de suivre notre travail. J'imagine qu'en France, ça sera pareil, ça sera comme en Espagne. Tu n'as pas ta hiérarchie qui va avec toi dans ta voiture, ni dans la rue en train d'être à côté de toi quand tu dois verbaliser quelqu'un. Non, tu es avec ton camarade. Parfaitement. Voilà. Je peux ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Oui. Il faut que les gendarmes, alors je vais parler pour les gendarmes, mais c'est pareil pour les policiers municipaux, enfin toutes les catégories de forces publiques qui existent en France, les douaniers ou autres. Il faut qu'ils aient conscience qu'ils obéissent à des ordres illégaux. Ça, il faut vraiment qu'ils en aient conscience. L'une des choses qu'on nous apprend à l'école, c'est qu'un ordre illégal, on a le devoir et on se doit d'y désobéir. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, rien n'est facile, surtout à notre époque, mais ouvrez un code pénal, informez-vous, documentez-vous, vous verrez, il y a des avocats, il y a plein de choses qui vous diront ça, mais discriminer les gens par rapport à leur état de santé, c'est interdit par la loi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Et c'est très grave. C'est très très grave. Parce que là, vous mettez vous-même en porte-à-faux, vous vous mettez vous-même dans l'illégalité. Si un jour, il y a des gens qui passent devant les tribunaux, vous en ferez partie, malheureusement. Alors moi, c'est pas une menace que je vous fais, mais ça, c'est une réalité. Parce que vous aurez collaboré à tout ça. Et malheureusement, c'est une réalité. Donc, et puis il y a d'autres articles de loi auxquels vous contrevenez. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, nos gouvernants, ils ont conscience de ça. Alors, ce qu'ils font petit à petit, c'est qu'ils changent les textes de loi parce ils ont conscience qu'ils sont pas dans les clous, comme on dit. Mais peu importe. Hein, les lois, bon, à certaines heures de notre histoire, parfois, c'est pas parce qu'une loi existe, on n'est même plus dans le côté légal, on est dans le côté légitime, dans le côté moral. Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où allez-vous obéir? Il y a un moment donné, il faut vous poser cette question. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais réfléchissez bien, ouvrez un code pénal, je vous dis, informez-vous, et vous verrez que non, vous ne pouvez même pas faire ça. C'est même plus une question de. C'est vraiment que là, on est dans la légalité. Vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Donc, réfléchissez-y. Julien, tu nous as raconté avant que tu avais été dans une unité du maintien de l'ordre, dans la brigade mobile. Oui, voilà, ça s'appelle les escadrons de gendarmerie mobile. Oui, tout à fait. Oui. Combien d'années tu as travaillé dans cette brigade? Alors, une petite dizaine d'années. Voilà, je dis pas le nombre exact, mais une petite dizaine. Alors, tu connais parfaitement le protocole du maintien de l'ordre. Oui, bah c'est un peu loin maintenant, mais oui, je sais comment se passe du maintien de l'ordre. Après, c'est pas moi qui faisais comment dirais-je, le cadre légal, c'est-à-dire les sommations, ce genre de choses, c'est pas moi qui les faisais, mais oui, je sais comment se passe du maintien de l'ordre sur place, oui. Alors, j'aimerais que tu nous expliques, s'il te plaît, que se passe-t-il en France dans les manifestations pacifiques où on voit énormément de camarades à nous, notamment des CRS, qui abusent de leur situation, qu'ils font de la violence, ils exercent, de la violence policière dans des manifestations complètement pacifiques. Est-ce qu'ils sont en train de respecter le protocole du maintien de l'ordre? Crois-tu qu'ils sont dans la légalité dans ces interventions? Tu pourrais nous donner ton avis comme expert du maintien de l'ordre, quoi. Alors je vais essayer. Bon, déjà, je pense la première chose, c'est qu'il faut faire très attention parce que chaque cas est particulier. Ce qu'il faudrait faire pour bien faire, c'est mener de vraies enquêtes. Alors, quand je dis de vraies enquêtes, c'est avec des organismes indépendants. L'IGPN et l'IGGN, je le rappelle, sont les deux organismes qui contrôlent à la fois la police nationale et la gendarmerie nationale, ne sont pas indépendants du pouvoir. Donc, leurs enquêtes, peut-être parfois sont-elles faites avec
sérieux et intégrité. Le problème, c'est qu'il y aura toujours le doute. Il y aura toujours le doute puisque ce sont des gens qui sont directement liés au pouvoir. Ils ne sont pas indépendants. Donc, bon, on voit quand même très souvent que les enquêtes ne sont pas faites ou ne sont pas faites avec sérieux. Elles sont bâclées. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc déjà, il faudrait étudier au cas par cas chaque situation. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites en dehors de tout cadre légal. Il y a des choses qui ont été, ça a été de l'abus de pouvoir clairement. Euh, j'ai pu voir des choses où là on était dans le passage à tabac en règle de certains manifestants. Pardon, excusez-moi. Euh, vous avez le mode d'interpellation d'un meneur, de quelqu'un qui trouble l'ordre public, c'est qu'on va sur cette personne, on l'interpelle justement, on lui passe les menottes et fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Si la personne fait preuve un petit peu de rébellion, bon bah comment dire, on exerce la force proportionnée et nécessaire juste pour pouvoir l'interpeller, mais ça s'arrête là. J'ai pu voir des vidéos où ce n'était pas du tout le cas, c'est-à-dire que oui, il y avait une violence totalement abusive et totalement illégitime qui était employée sur des gens. J'ai même pu voir des choses où là, ça dépasse pour moi toute logique et encore une fois toute légalité, où on voyait des gens se faire charger. Une charge, on le fait pas sur des gens qui sont pacifiques. J'ai pu voir des gens se faire tirer dessus au flashball. Je me souviens de cette image d'un manifestant gilet jaune, les bras levés au ciel, qui se prend un tir de flashball en plein dans le torse. J'ai vu des gens se faire prendre des coups de matraque alors qu'ils s'enfuyaient de dos, désarmés. Enfin, on a vu des images terribles. Je veux dire, ça c'est pas possible. Et je n'ai jamais fait des choses comme ça durant toutes mes années de maintien de l'ordre. Très sincèrement, ça m'a beaucoup choqué. Euh, alors, maintenant, sur les collègues qui font ça, encore une fois, c'est très compliqué parce que je pourrais pas donner un ordre d'idée au niveau du nombre de policiers ou de gendarmes qui effectuent ce genre de choses. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en France, il y a 2 unités qui sont prévues pour le maintien de l'ordre. Vous avez les escadrons de gendarmerie mobile d'un côté et les CRS en police de l'autre. Là, au cours des Gilets jaunes ou d'autres manifestations sociales qui ont suivi, vous avez des unités d'ordre public qui ont été appelés pour venir épauler. Donc des gens qui ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre. Vous avez des BAC en police qui sont venus prêter main forte, donc des gens qui ne sont pas du tout formés à ça. Donc effectivement, après, on peut pas s'étonner que ces gens-là fassent mal du maintien de l'ordre puisque ce n'est pas leur boulot. Vous avez les braves qui ont été créés pendant le contexte social. Alors les braves, voilà, hein, c'est quand même des unités dont j'entends pas beaucoup de bien, dont je vois pas beaucoup de bonnes choses ressortir non plus. Voilà, et puis vous avez à côté de ça toutes les techniques que le gouvernement met en place. Alors ça, c'est des secrets de polichinelle, hein, c'est des choses qui durent bien avant d'ailleurs les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a les Black Blocs, on a les Antifa, tous ces petits groupes de personnes dont on entend parler depuis très longtemps. Vous avez aussi, moi je l'ai vécu hein, dans une manifestation à une époque, vous avez des gens des cités qui arrivent, j'étais sur Paris et qui sortent des bouches de métro, ils arrivent par groupe de 10, de 15, qui mettent un grand bazar pour rester poli, et puis on n'a pas d'ordre, on les laisse faire, parce que ces gens-là servent le pouvoir. Ces gens-là servent le pouvoir à un moment donné, ils permettent de déstabiliser un mouvement social, ils permettent différentes choses en fait, mais ils ne sont pas dangereux pour le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est plutôt des idiots utiles, hein, pardonnez-moi l'expression, c'est plutôt des idiots utiles parce que eux ne se rendent pas compte ou peut-être s'en rendent-ils compte pour certains, mais en tout cas du tort qu'ils font aux citoyens qui eux ont de vraies revendications. Je vais vous donner un exemple. J'ai participé en maintien de l'ordre aux émeutes de 2005 en région parisienne. Donc je peux vous dire que j'ai vu des choses bien plus graves que ce que faisaient les gilets jaunes. Hein. Ils brûlaient des centres sociaux, ils brûlaient des crèches, ils brûlaient des voitures et des voitures des gens qui étaient aussi pauvres qu'eux. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait en réaction à ça? On n'a rien fait du tout.
Moi, on faisait de la course à l'échalote, on courait, mais c'était vraiment pour le coup, on n'est pas crédible. Je veux dire, parce qu'il y a un moment donné, quand il y a de la vraie délinquance, quand il y a vraiment des gens euh, qui enfreignent la loi et qui empêchent de vivre d'autres personnes qui veulent juste aller travailler. Moi, je me souviens avoir vu des gens pleurer sur leur voiture parce que c'était leur outil de travail. Ils étaient aussi pauvres que les gens qui brûlaient leur voiture, quoi. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Voilà. Et quand il y a eu tous les mouvements sociaux que l'on connaît depuis quelques années, on les a réprimés, on les a éborgnés. Bon, il y a une disproportion et on sait très bien que c'est pour, voilà, que c'est pour faire peur et que c'est pour intimider. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé énormément. Tu as dit qu'ils mettent sur le terrain à faire du maintien de l'ordre des gens qui ne sont pas préparés pour le faire. Tout à fait, bah oui, oui. Mais c'est pas normal, ça. En Espagne, normalement, les gens qui font le maintien de l'ordre, ils ont une formation, normalement. Mais oui, mais ce qui se passe, c'est que les gilets jaunes, je pense pas que le pouvoir l'avait anticipé. Ça leur a fait très peur. Les premiers samedis, donc c'était fin 2018, hein, j'ai plus les dates en tête, mais bon, c'était fin 2018. Et vraiment, il y a eu une colère qui est montée d'un coup, de manière très très spontanée. Alors, ça a été un peu l'avantage des gilets jaunes et un peu leur inconvénient, c'est que l'avantage, c'est que comme c'était spontané, c'était pas prévisible par le pouvoir, mais aussi c'était très déstructuré. D'ailleurs, je le dis souvent autour de moi, ce qui manque aujourd'hui, c'est une structuration, une organisation à tous ces mouvements sociaux pour pouvoir se faire entendre. Et donc, ben, ça leur a fait très peur au pouvoir. Et à un moment donné, ils se sont dit mince, là, si ça continue comme ça, ils vont finir par nous déloger de chez nous, manu militari, et puis et puis on aura des comptes à rendre. Donc, on devra, ce qu'ils veulent surtout pas, ces gens-là, c'est passer devant des tribunaux, voilà. Et donc, ben oui, ils ont fait intervenir d'autres unités, hein, mais tout ça, c'est largement documenté. Hein. Ils ont fait venir des unités d'ordre public dans des dispositifs de maintien de l'ordre. Et puis, bah, c'est pour ça qu'il y a eu des dérives. Et puis, sans compter aussi que vous avez, ça aussi, c'est largement documenté, où on peut voir des vidéos de policiers. Encore une fois, je dis pas que c'est une majorité, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, ça existe, ça il faut le savoir. Vous avez des policiers qui sont alors comment je pourrais dire payés, je sais pas si je peux dire payés, en tout cas qui sont utilisés pour infiltrer les manifestations et déstabiliser les mouvements sociaux. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe. C'est pour ça que ça mériterait du cas par cas parce que il faut voir. Il faut voir vraiment la réalité de chaque cas. Il y a des manifestants parfois qui ont été nassés. Le nassage, normalement, c'est interdit. Mais c'est-à-dire que là, et parfois même mes collègues le savent même pas, en fait, qu'ils sont en train de nasser des gens. On leur dit, bah toi, tu bouges telle rue, bah, le gendarme ou le policier, il bouge telle rue. Et il sait pas qu'en face, il a le même dispositif et qu'en fait, les manifestants sont bloqués. Et donc, mais tout ça, il y a eu en priorité, c'est les décideurs qu'il faut absolument aujourd'hui faire passer devant les tribunaux. Ces gens-là ont des comptes à rendre. Ces gens-là sont des délinquants, voire parfois des criminels, parce qu'ils ont véritablement eh bien enfreint des textes de loi. Donc ces gens-là devraient passer devant les tribunaux, devraient être arrêtés, menottés. Et oui, c'est ça sans aucun problème. Après, la base, je ne vais pas les déresponsabiliser non plus, ils ont quand même leur part de responsabilité. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est que parfois, ils n'ont pas conscience sur le terrain. Quand on est sur le terrain, on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe dans la rue d'à côté ou de ce que fait le collègue dans l'autre unité. Ça, c'est sûr que c'est pas toujours évident de comprendre. Mais par contre, ceux qui ont une vue d'ensemble dans les états-majors, dans les bureaux, eux, ils savent. Eux, ils savent. Puisque c'est eux qui positionnent les gendarmes et les policiers. C'est eux qui font appel à des unités qui n'ont rien à voir avec du maintien de l'ordre. Donc, eux, ils savent, il n'y a pas de problème. Mais ils sont prêts à tout pour ne pas lâcher le pouvoir. Ça, ils sont sûrs qu'ils sont prêts à tout pour ne pas avoir de compte à rendre sur toutes les dérives qui se passent depuis maintenant plusieurs années. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. D'ailleurs, moi aussi, j'étais CRS pendant 4 ans en Espagne et c'est exactement ce que tu dis toi sur le terrain. Des fois, on est dans une situation de stress et on n'est pas conscient vraiment de ce qui est en train d'arriver autour de nous. On ne sait pas si on a des autres camarades en face qui sont en train de bloquer une rue ou pas. On n'écoute que ce que nous disent nos hiérarchies et nos chefs d'équipe.
Oui, bien sûr. Alors c'est pour ça que, bon, mais je sais que les citoyens, ça, ils ne le savent pas et ils ne le comprennent pas non plus. C'est pas leur travail, je le comprends. Je voudrais te demander, Julien, comment auraient dû intervenir ou faire les CRS ou les gendarmes dans les manifestations pacifiques qu'on a vues pendant ces 2 dernières années? Comment ils auraient dû travailler? Quel serait le protocole correct? Parce que ce qui n'est pas normal et ce que j'ai pu voir moi dans les vidéos, car moi personnellement m'a bouleversé, c'est voir comment ils gazaient gratuitement des citoyens pacifiques juste pour dire qu'ils voulaient la liberté. Voir des enfants sortir des restaurants complètement gazés aussi. Des familles, mais c'était vraiment du n'importe quoi et très préoccupant d'ailleurs parce que c'est dangereux, ces gens peuvent mourir aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ils auraient dû intervenir nos camarades? Oui. Alors juste avant de répondre, je vais quand même juste préciser un truc. Alors c'est pas pour, mais c'est important d'apporter un petit peu de nuance aussi quand même. Il y a, alors nos médias ont fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Ils accentuaient toujours sur le fait qu'il y avait des destructions de biens publics, il y avait des arrêts de bus, il y avait des poubelles qui étaient brûlées. Enfin, voilà, c'est vrai que ça a existé. Bien souvent, c'était le fait des groupes dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, des Antifa, des Black Blocs, des gens des cités qui venaient aux alentours et puis qu'on laissait un petit peu, qui avaient porte ouverte pour pouvoir discréditer les mouvements et tout casser. Voilà, on a beaucoup accentué là-dessus. Enfin, les médias ont beaucoup accentué là-dessus. Et ça a pu arriver aussi que des gilets jaunes finissent par craquer, ou des gilets jaunes ou d'autres personnes des mouvements sociaux finissent par craquer et finissent par, à leur tour, laisser la colère les envahir et faire preuve parfois de violence. Ça a pu arriver. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je n'idéalise personne, hein, c'est pas ça. Mais c'est que cette violence et cette colère, on la comprend parce qu'elle résulte d'une violence qui a déjà été exercée sur eux. C'est ça que voilà, je voulais dire. Je voulais juste mettre un tout petit peu de relief là-dessus. Maintenant, comment aurait dû réagir la police ou la gendarmerie? La réponse, elle n'est pas vraiment à faire à leur niveau. C'est-à-dire que eux, ils auraient juste dû se contenter d'encadrer les manifestants qui étaient pacifiques, faire en sorte que tout le monde puisse manifester sa colère, on va dire dans un cadre où personne se mette en danger, que ce soit les citoyens qui peuvent regarder autour, que ce soit les citoyens qui manifestent ou les forces publiques. Mais eux, ils auraient juste dû encadrer ça. Et il y aurait eu, je pense, beaucoup moins de dérives. Ils auraient dû aussi, parce on a les moyens de le faire. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est que les groupuscules dont je parle, qui représentent quelques milliers de personnes en France, hein. Et d'ailleurs, c'est même parfois des gens de d'autres pays d'Europe qui viennent. Notamment, vous avez les Antifa, les Black Blocs, qui viennent sur certains rendez-vous. Ils sont au courant, ils viennent au G8, ils viennent, je sais pas dans quelle manifestation, pour vraiment mettre le bazar pour le coup. Et ces gens-là, ils sont parfaitement identifiés, il faut le savoir. On les connaît depuis des années, des années. On a les noms, on a les adresses, on les connaît. Il y a une volonté, encore une fois, je me répète, mais c'est très important, parce que si ces gens-là, on les empêchait de nuire, les manifestations, mais les 95% des manifestations se passeraient bien. Il n'y a aucun problème. Mais il y a une volonté de ne pas arrêter ces gens-là, de les laisser faire, de les inviter dans les manifestations, et puis de les laisser casser le plus possible. Oui, mais donc, excuse-moi de t'interrompre juste un petit moment. Mais les vidéos et les manifestations, et en plus, moi je connais personnellement des journalistes indépendants qui ont été sur le terrain, dans des manifestations totalement pacifiques, où il n'y avait pas de Black Bloc, où il n'y avait pas d'Antifa, et ils se sont fait gazer dès la première minute. Oui, bon là c'est clair que dans ce type de manifestation que tu décris, bien sûr que là, oui, j'ai vu ce genre de choses. J'ai même vu une fois, il y avait eu l'affaire Geneviève, alors j'ai oublié son nom, une dame d'un certain âge qui avait été chargée par
des forces de l'ordre qui était tombé sur un plot en fer, en ferraille, et qui s'était fracturé le crâne, qui a fait du coma pendant plusieurs jours, et elle a subi une charge complètement illégitime. Donc, non, là évidemment que les gendarmes et les policiers, ils sortent du cadre. Ils n'ont pas forcément conscience, hein, mais ils sortent du cadre. Ils sont juste là pour encadrer une manifestation qui est totalement pacifique. On doit même pas. C'est même au niveau de l'équipement que ça doit se voir sur nous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on doit même pas être casqué, on doit avoir le casque à la ceinture, le calot sur la tête, et puis c'est bon enfant presque, j'ai envie de dire. Même les gens viennent parler avec nous, on doit pas avoir l'air de gens qui allons charger la foule. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais la réponse prioritaire, elle n'est pas au niveau des gendarmes et des policiers. La réponse prioritaire, elle est au niveau politique. Ça, c'est clair. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand on obéit quand même à des ordres. Alors je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ordres illégaux, mais avant tout, c'est les donneurs d'ordre. La problématique, elle vient d'eux. Donc le problème, il vient d'eux, et la réponse, elle doit être politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un corps politique qui ne travaille pas pour les citoyens, qui travaille pour eux-mêmes et pour des multinationales, pour des intérêts privés. Et c'est tout l'inverse d'une démocratie. C'est tout l'inverse d'une démocratie. La démocratie, en tout cas moi tel que je l'imagine, c'est que les policiers, les gendarmes et les politiques sont là pour servir le peuple, pour faire en sorte que les gens puissent s'épanouir dans un climat où tout le monde puisse travailler sereinement, tout le monde puisse élever sa famille sereinement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ces gens-là sont là pour d'autres intérêts que l'intérêt général. Donc forcément, on en arrive à ces dérives qui sont très très graves aujourd'hui. Est-ce que tu penses que les camarades qui sont sur le terrain dans les manifestations pacifiques avant de sortir de leur commissariat ou de leur brigade subissent de la pression de la part de leur hiérarchie pour qu'après ils exécutent ce type d'ordre, pour maltraiter les citoyens dans les manifestations pacifiques, les gazer, les matraquer? Est-ce que eux ils subissent de la pression? Alors là, je vais pouvoir que faire des suppositions, parce que ça, je l'ai pas vécu sur les mouvements sociaux des dernières années. Moi, j'y étais pas, hein, d'accord. Donc, j'ai pu avoir des retours un petit peu, comme on dit, ou des vidéos, ce genre de choses. Mais j'y étais pas au moment des briefings, au moment des réunions avant des manifestations. Ça, j'y étais pas. Donc, je peux que supposer. Je pense que peut-être parfois c'est possible, oui, qu'on leur dise. Si je m'en réfère à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les ordres qui ont été donnés à la préfecture de Paris, qui sortent dans la presse là en ce moment, où on avait des ordres clairs et nets, où on leur disait vous me les mettez minables, vous me les mettez minables. Donc si on n'est pas trop bête, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire vous allez casser du citoyen, quoi, et vous allez leur foncer dessus. Tout ce qui portera, si par exemple on prend les gilets jaunes, tout ce qui portera un gilet jaune, vous leur foncez dessus et puis vous vous faites plaisir. Mais encore une fois, hein, on est sorti de tout cadre légal. Il y a un moment donné, quand même, il faut s'en souvenir, et tout ça est largement documenté, combien de gardes à vue illégales ont été effectuées. Mais des centaines. On a arrêté des gens parce qu'ils étaient porteurs dans des sacs à dos de lunettes de piscine. Ils avaient des lunettes de piscine pour se protéger, vous savez, des gaz lacrymogènes, parce que évidemment ça brûle les yeux. Mais à quel moment c'est prévu, à quel endroit c'est prévu du code pénal qu'on peut arrêter quelqu'un qui est porteur de lunettes de piscine? Mais nulle part. Ce n'est pas prévu. On ne peut pas faire ça en fait. Vous pouvez pas arrêter quelqu'un avant qu'il commette une infraction. Ça n'existe pas, ça. Ça existe dans des films de science-fiction, mais ça n'existe pas dans la réalité. Pour que vous puissiez arrêter quelqu'un, l'interpeller, il faut qu'il ait commis une infraction. Avant, même si vous, dans votre tête, vous avez une idée, on peut pas, non, ça n'existe pas. Et bien, pourtant, c'est ce qui s'est passé. Vous aviez des gens, des gendarmes ou des policiers qui attendaient aux arrêts de bus, aux sorties de métro, aux gares à Paris, qui attendaient les gens et puis qui contrôlaient leur sac à dos. Et puis, hop, il y avait des lunettes de piscine, hop, il y avait un gilet jaune, et on les empêchait. Mais non, ça c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, et c'est ce que je veux dire, c'est que quand on veut, on peut. Les dispositifs
qui ont été prévus pour les gilets jaunes ou les antipasses ou ce que vous voulez, on arrivait à filtrer ces gens, les gens qui allaient participer, les citoyens qui allaient participer à ces manifestations. Mais bizarrement, depuis 20 ans ou 30 ans, on n'arrive jamais à attraper les Black Blocs ou les Antifas ou les gens des cités qui, bon, voilà. Moi, je sais très bien que si on avait voulu sur la manifestation dont je parlais tout à l'heure à Paris, on attendait les petits tracailles, excusez-moi du terme, mais les petits tracailles qui venaient des cités, on les attendait aux sorties des métros. Et puis, si on avait voulu, on aurait très bien pu aussi les contrôler, les interpeller, les mettre en dehors des manifestations. Si on avait voulu, on l'aurait pu le faire. Mais les ordres ne sont jamais donnés. Alors, il y a plein de raisons. Hein. Il y a la lâcheté, il y a le clientélisme électoral. Enfin, il y a plein de raisons à ça. Mais bon, voilà. Donc, il y a vraiment un deux poids deux mesures flagrant entre certaines catégories de citoyens. Est-ce que les CRS et les gendarmes ont la possibilité sur le terrain de refuser ces ordres? Ah, ça c'est compliqué. Hein. Ça c'est compliqué de dire ouvertement à son chef, je vais pas faire ça. Je pense que c'est compliqué. C'est vrai. Ça doit être compliqué. Maintenant, il y a refusé et refusé, c'est-à-dire que un petit peu comme pour les verbalisations dont je parlais tout à l'heure, on peut ne pas le faire. On ne dit rien et on fait rien. On sort pas la matraque, on sort pas le bâton, on le laisse à l'étui, si je peux dire. Euh, Après, il faudrait, mais ça c'est peut-être un peu utopique, mais il faudrait à la rigueur, là où ça pourrait avoir un effet et là où ça pourrait fonctionner, c'est si toute une unité en même temps, ou en tout cas un nombre important, baissait le casque et disait non, moi je ne vais pas charger cette foule qui ne m'a rien fait et qui est totalement pacifique. Mais un homme seul ou une femme seule, c'est quand même très très compliqué parce que je, je, je sais pas trop comment il pourrait faire ça. Hein. Il va dire je vais pas y aller, mais bon, il va avoir la pression peut-être des collègues, parce qu'il faut savoir que s'il y a les collègues qui mettent la pression, c'est pas toujours, vous savez, hein, une tyrannie pour qu'elle fonctionne, il faut des gens tout en bas qui fassent fonctionner la machine tyrannique. Et c'est ça le problème, c'est que vous avez la petite secrétaire médicale dans l'hôpital qui fait beaucoup de zèle et puis qui fait fonctionner le pass sanitaire et qui va vous dire qu'il faut faire un test ceci pour aller juste voir le médecin. Enfin, voilà, vous avez des gens qui font beaucoup de zèle et qui sont très fiers de faire ça, quoi. Donc c'est ça qui est très problématique. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait faire ça d'initiative tout seul, vraiment refuser frontalement un ordre comme ça? Je sais pas. Après, il y a différentes façons de refuser un ordre, comme je disais. Et puis, je pense que il faudrait que ça soit des actions plus collectives. À partir du moment où on est 5 ou 6 à faire quelque chose, ça commence à avoir du poids. Oui, je suis d'accord aussi avec toi. Est-ce que tu pourrais leur dire, s'il te plaît, aux citoyens, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans les manifestations? Leur donner des conseils s'ils se trouvent dans une manifestation pacifique où ils voient que les CRS ou les gendarmes vont charger contre eux, vont les gazer, vont les matraquer, qu'est-ce que tu leur pourrais dire aux citoyens? Ah, ça c'est compliqué. Hein. Là, de toute façon, évitez le contact parce que de toute façon vous n'êtes pas formé à ça, vous n'êtes pas armé. Enfin, et puis la presse en profitera pour vous traiter de tous les noms. Hein. Bon voilà, ils n'attendent que ça. Ils vous provoquent, ils n'attendent que ça, que vous réagissiez de manière violente, que vous soyez encore plus en colère. Ils n'attendent que ça pour avoir de l'image. Hein, la presse qui est aux ordres, voilà, elle attend que ça. Donc, mais ce que je dis là, c'est de la théorie, parce que c'est de la théorie, parce que je comprends totalement. Aujourd'hui, des chiffres en France disent qu'on a dépassé les 10 millions de pauvres. Alors bon, il faudrait savoir ce qu'on entend derrière pauvres. Est-ce que c'est des gens qui gagnent moins de 1 000 euros par mois? Je sais pas exactement. Enfin bon, il y a des gens qui sont dans une précarité, dans une situation très compliquée. Euh, Comment dire à quelqu'un qui a du mal à nourrir ses enfants, qui a du mal, qui travaille à plein temps et qui arrive même pas à joindre les deux bouts, ou alors des gens qui font plusieurs métiers à la fois pour y arriver, des gens qui se tuent physiquement à la tâche
sur des chantiers, des femmes de ménage, enfin tout ça. Comment leur dire ne soyez pas en colère. Moi, je suis personne pour dire ça, quoi. Hein. Je veux dire, je comprends leur colère au bout d'un moment. Et là, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si les gens réalisent, hein, mais avec l'augmentation des prix, avec tous les prétextes qu'on connaît sur la guerre en Russie, en Ukraine, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais tout ça, ce ne sont que des prétextes, évidemment, pour encore plus tyranniser et maltraiter la population. Là, c'est différent. On est rentré dans une autre phase. C'est-à-dire que ce qui s'est passé des dernières années, avec le pass, avec les restrictions de liberté, les gens, dont moi d'ailleurs, hein, on ne pouvait plus aller à la salle de sport, on ne pouvait plus aller au cinéma, on ne pouvait plus aller au restaurant. Bon, c'est embêtant, c'est enquiquinant, mais on arrive à vivre sans ces choses-là. Là, c'est très différent. La phase dans laquelle on rentre aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes en train de toucher. Quand je dis vous, je parle aux dirigeants. Hein. Là, les dirigeants sont en train de toucher volontairement à des besoins primaires. C'est-à-dire que vous êtes en train d'augmenter l'alimentation, vous êtes en train d'augmenter le carburant, et vous êtes en train d'augmenter les énergies. Donc concrètement, les gens, ils vont devoir se chauffer, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir manger, ils n'ont pas le choix, et ils vont devoir se déplacer, ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes en train de faire ça? Que pouvons-nous attendre d'une situation comme ça? À part une explosion à un moment ou à un autre. Je le souhaite pas, mais enfin. Donc, qu'est-ce que je peux dire aux manifestants? Malheureusement, je suis pas très optimiste pour l'issue de tout ça, quoi. Est-ce que tu penses que nos camarades qui sont sur le terrain sont conscients que s'ils continuent à matraquer et à maltraiter les citoyens pacifiques qui se manifestent, forcément il arrivera un moment où ils vont exploser et ça va se retourner contre eux? Oui, à trop tirer sur la corde elle casse, hein, ça c'est logique. Et puis regardez l'histoire. Je veux dire, on peut décrire le système parce que je sais qu'il y a il y a un problème à nommer le système dans lequel on vit. Bon, on peut déjà dire qu'il n'est pas démocratique, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est une tyrannie? Est-ce que c'est du totalitarisme? Est-ce que c'est une dictature? Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ça la liberté. En tout cas, ça c'est certain. Les gens ne sont plus libres de s'exprimer, les gens ne sont plus libres d'aller et venir, les gens ne sont plus libres de la presse n'est pas libre. Enfin, voilà, la liberté, ils sont même plus libres de leur propre corps. Hein, c'est quand même fou, imaginez-vous, quoi. Hein. On leur dit, vous allez vous obliger à vous injecter une substance expérimentale quand on sait que Pfizer est par exemple, hein, est comment dirais-je, une entreprise pharmaceutique qui a été condamnée de multiples fois à des amendes records pour charlatanisme, pour falsification de données, et tout ce que je dis là est vérifiable. Vous faites quelques petits clics sur Internet et vous pourrez le voir. Donc c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Et donc nous, on doit faire confiance à ces menteurs professionnels, ces gens-là qui ne nous veulent pas du bien, et ils sont en train de tirer sur la corde, tirer sur la corde. Et oui, collègues gendarmes et collègues policiers, non, là, il faut que vous ayez conscience que vous êtes des citoyens également. Vous n'êtes pas juste un uniforme, vous êtes père de famille, vous avez des frères, des sœurs, des mamans, et vous êtes confronté à cette réalité-là aussi. Votre mère, elle a peut-être une petite retraite, votre sœur, elle a peut-être un handicap, j'en sais rien. Bon bah voilà, tout ça, il faut y penser, et c'est pas pour dans 10 ans, c'est actuel, hein, c'est en train d'arriver. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience très importante et très urgente de nos collègues. Et ça passe par éteindre sa télé, éteindre la radio, arrêter de lire des organes de presse qui sont contre vous, contre les citoyens, qui sont achetés par l'oligarchie. Et il faut se documenter ailleurs. Et pour ça, vous en avez beaucoup. C'est pas compliqué. Vous avez plein de médias alternatifs qui vous donneront une autre vision des choses. Alors peut-être parfois ils peuvent se tromper aussi, mais enfin bon, tout le monde a le droit de se tromper. Et puis quand vous voyez le nombre de mensonges qui sont véhiculés dans les médias mainstream, comme on dit, bon voilà. Mais en plus, vous gendarmes et vous policiers, vous avez ce devoir parce que vous enquêtez sur le terrain. Je veux dire, vous effectuez des enquêtes judiciaires. C'est quoi une enquête? Une enquête, vous récoltez le maximum d'éléments, vous faites des recoupements d'informations, vous faites du recoupement, et à la fin, vous essayez de vous approcher de la vérité au mieux, quoi.
bah là, c'est ce que vous devez faire aujourd'hui parce que l'heure est très grave. Vous devez vous informer, vous devez vous documenter. Ça prend pas forcément beaucoup de temps sur d'autres médias que ce qu'on vous vend à longueur de temps à la télé. Et vous allez voir que vous allez avoir une autre vision des choses et ça va vous permettre d'affiner votre vision de la réalité aujourd'hui, qui est complètement biaisée. Donc informez-vous, déjà commencez par vous informer, et ensuite quand ça sera fait, bah, quand les esprits vont s'éveiller, je pense que mécaniquement, il va y avoir des discussions entre les gens et qu'il va se passer des choses, je pense. Mais pour ça, il faut commencer par s'informer, hein. C'est très important. Il faut arrêter de... moi, je ne cautionne pas, je sais que tout le monde a des journées difficiles, mais il y a un moment donné, juste me dire oui j'ai des journées difficiles, je m'assois le soir et je regarde BFM TV, c'est pas suffisant. Tout le monde vit une époque difficile, tout le monde, le routier, l'agriculteur, l'infirmière. Et ben il y a quand même des gens qui prennent ce temps-là pour essayer de s'informer, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc vous avez vous, gendarmes et policiers, ce devoir, en tout cas à mon sens, vous avez ce devoir de le faire. Julien, il y a énormément de citoyens qui me demandent comment ils pourraient faire pour se rapprocher des policiers et des gendarmes et les informer de tout ce qui est en train d'arriver. Est-ce que tu pourrais leur donner quelques conseils, s'il te plaît? Euh, Bon, ça peut se faire à plusieurs niveaux, je pense. Déjà au sein des familles, c'est-à-dire que souvent vous avez un oncle, vous avez un frère, vous avez un cousin qui est policier, qui est gendarme, qui est douanier. Quasiment toutes les familles ont ça, quelqu'un dans la famille large ou peut-être un ami. Et ben déjà commencez peut-être à vous rapprocher de cette personne, lui parler. Alors selon la proximité, hein, lui parler. Qu'est-ce qu'il vit alors il faut éviter, je pense, il faut éviter d'accuser. Parce que quand vous avez quelqu'un en face qui n'a pas forcément conscience des choses, il peut être y avoir une bonne façon, c'est de poser des questions. Poser des questions, ça permet de faire réfléchir en face, pardon, et c'est vous êtes moins dans l'accusation, dans la culpabilisation. Euh, Si vous prenez les gens de front en lui disant c'est ta faute, ça va être difficile d'établir un dialogue. Il faut d'abord établir un dialogue. Ah, moi, je sais ce que je pense. Hein. Après, j'ai pas la vérité absolue, hein. Mais je pense qu'il faut essayer d'établir un contact. Et souvent, ce contact, ça peut être en posant des questions ou en montrant des vidéos ou en montrant des textes de loi, des choses qui vont faire réfléchir. C'est important de faire réfléchir la personne en face, d'essayer de lui faire prendre conscience. Et peut-être parfois, vous allez vous exposer à des réactions que vous n'allez pas aimer, hein, des réactions de rejet, si possible. Mais des fois, vous ne savez pas, mais vous semez une petite graine dans l'esprit de la personne. Et sur le coup, elle va peut-être pas réagir positivement, mais elle va peut-être y réfléchir après. Voilà, moi je pense que c'est utile de poser des questions. Et puis bah après, si vous êtes vous-même gendarme ou vous-même policier, vous pouvez faire la même chose avec vos collègues. Euh, voilà, ça peut être bah, je pense que je sais pas. Alors là, faudrait vérifier ce que je dis. Si c'est, faudrait vérifier. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais peut-être. En tout cas, ce n'est pas violent, ce n'est pas menaçant. Peut-être mettre des petits tracts dans les boîtes aux lettres des gendarmeries, ce genre de choses. Mais des tracts bienveillants. Hein, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas en train de menacer de détruire la caserne ou je ne sais quoi. Hein, c'est pas ça. Hein. Vous êtes en train de peut-être de poser des questions, de montrer des textes de loi. Ce genre de choses. Je sais pas si ça c'est légal ou pas. Faudrait regarder. Je pense pas que ça soit illégal en tout cas. Donc il peut y avoir différentes méthodes, mais je pense qu'il faut bousculer les idées reçues et poser des questions. Ça c'est important de le faire sous cet angle bienveillant. Oui, d'ailleurs, il y a des citoyens qui m'ont demandé plusieurs fois si est-ce que je pensais que donner des informations dans des manifestations au CRS, par exemple, aux camarades, ça serait pertinent. Et moi, je leur ai toujours dit que dans des manifestations ou des interventions avec la police ou la gendarmerie, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour leur donner des informations. Mais par contre, se rapprocher au commissariat ou faire ce que tu viens de nous dire, mettre des tracts dans les boîtes aux lettres aussi, ça ne peut pas être illégal, mettre un tract dans une boîte aux lettres. Quoique, Je pense pas, oui, mais mais bon, je me méfie on est Dans un moment que tout est possible, alors, mais même mettre des stickers dans des murs à côté des commissariats aussi, essayer de se rapprocher des camarades pour leur parler le mieux possible avec
avec du respect, jamais leur expliquer comment ils doivent faire leur travail. Excusez-moi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que ça, je l'ai vu beaucoup en Espagne. Et ça ne fait que confronter le policier avec le citoyen. J'ai vu beaucoup d'interventions en Espagne où le citoyen lui rappelait ses obligations aux camarades, qui ne respectaient pas la loi, et ça partait toujours en cacahuète. Alors, ne faites jamais ça. Et puis, je me permets, hein, Oui, je pense aussi essayer de prendre les gens de manière individuelle. tout à fait. Parce que malheureusement, ça c'est une constante, mais c'est pas qu'en gendarmerie, hein, c'est un peu dans tous les métiers. Vous avez toujours un effet de groupe, un effet de corporation, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de monde en face de vous, plus les gens vont avoir un effet comme un effet de meute un petit peu, et du coup ils vont pas être à même de vous écouter. Si vous avez par exemple, vous allez voir 5 gendarmes et puis vous en avez 4 qui sont pas éveillés et un seul qui est éveillé, il va peut-être avoir du mal à sortir de sa coquille parce que il va y avoir donc essayez de prendre les gens de manière individuelle, ça c'est important. Et puis il y a un meilleur contact qui s'établit, je pense, comme ça. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je pense comme toi. Mais aussi, les citoyens vont dire, oui, mais comment on prend un gendarme et un policier de manière individuelle? Ah bah c'est ce que je vous disais, c'est soit par le biais de vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, par exemple, ou vous avez une démarche à faire en gendarmerie, en police, vous êtes vous avez déjà été victime d'un vol, vous avez déjà été victime d'une dégradation sur votre voiture, donc vous passez à la gendarmerie, au commissariat, et puis bah au cours de la conversation, vous pouvez très bien discuter comme ça. Il peut y avoir des occasions où on est amené à côtoyer le gendarme ou le policier. À ce moment-là, ça peut être pertinent. Après, si c'est sur un contrôle sur le bord de la route, c'est peut-être pas le meilleur moyen, c'est peut-être pas le meilleur moment parce que le gendarme il est occupé en train de faire les contrôles. Bon, mais après, il y a aussi une question de sensation, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a des moments où vous sentez que le dialogue est possible, et il y a des moments où vous sentez que vous aurez que du rejet en face et que vous aurez peut-être même un peu d'agressivité. Donc c'est à vous de sentir les choses, mais en tout cas, essayez d'y aller, je pense, hein, d'une manière pas frontale en tout cas. Essayez d'y aller d'une manière plutôt en passant sur le côté. Les questions, ça marche bien. Hein. J'avais vu ça en psychologie. Les questions, ça fait appel à d'autres parties du cerveau et ça, la personne est obligée est obligée de réfléchir en fait quand vous posez une question. Alors que quand vous affirmez que vous êtes un méchant policier, un méchant gendarme, là, à part refermer la personne devant vous, vous aurez pas grand-chose, quoi. Bon, Julien, on va terminer cette interview. Je te remercie énormément pour ton témoignage et pour ta collaboration. J'espère qu'on puisse en faire plus et parler d'autres sujets aussi qui sont très importants actuellement. Aimerais-tu dire un petit mot pour la fin? Bah, non, je conclurai en disant, bon, bah, un petit peu tout ce que j'ai dit au cours de l'interview, c'est que ce que je disais pour les gendarmes et les policiers, c'est valable pour les citoyens. Informez-vous, allumez votre ordinateur, votre smartphone, ce que vous voulez. Allez sur des médias alternatifs. Je sais pas, j'ai le droit d'en donner quelques-uns ou c'est... Oui, moi j'ai Oui, aucun oui. problème. Hein. D'accord. Bon bah vous en avez plein. Vous avez Planète 360, vous avez Gérard Info, vous avez l'Incorrectible. Vous en avez plein. Faites quelques clics, faites des recherches, informez-vous, ayez une vision plus globale de la situation. C'est très important. Et puis sortez de chez vous. Pour l'instant, on a le droit. Donc pour l'instant, faites-le. Je sais que le carburant est cher, mais essayez de trouver des résistants à proximité de chez vous parce que Internet c'est important, mais il faut aussi faire attention à ça. Ça peut être un petit peu un piège, c'est qu'on a tendance au bout d'un moment à toujours être derrière un écran et nous aussi les résistants, on finit par être déconnectés. Et il faut qu'on aille se rencontrer les uns les autres. Je sais que c'est difficile avec le prix voilà du carburant, mais essayez de rencontrer des résistants, essayez de trouver des groupes. Il y en a plein. Et Solaris, réseau de solidarité active, vous en avez plein. Essayez de réinfo Covid, Réaction 19, et essayez de vous approcher de ces groupes et de trouver des résistants à proximité de chez vous et rencontrez-les et discutez. Il n'y a que comme ça, qu'en discutant, qu'en confrontant les idées, qu'on peut faire avancer les choses. Enfin, c'est ce que je pense. Donc voilà.
Julien, je te remercie Ben, merci à toi, Sonia. et à bientôt. À bientôt.